absolument. Et puis ouais. Alors je voulais dire une chose là, puisque j'ai vu l'exposition, on parle notamment des accords de Grenelle. Or, il faut savoir qu'il n'y a jamais eu d'accord de Grenelle. Il y a eu des négociations et puis un constat. Je crois que c'est important à dire, puisque on a souvent attaqué, notamment Chorsegui, qui était le secrétaire général à l'époque, par rapport à cet aspect de dire ah ben oui, il a été hué à Renault, et c'est absolument faux. Donc, la CGT d'ailleurs n'a jamais donné un mot d'ordre, la Confédération CGT n'a jamais donné un mot d'ordre de grève. Les occupations d'usines, etc., ça s'est fait avec les salariés, avec bien sûr aussi les syndiqués. À l'époque, à la SACM, il y avait, rien qu'à la CGT, il y avait 15 000 syndiqués. Alors, ça explique le taux de grévistes de presque 100%. Si à peu près tout le monde est syndiqué, ça aide. Oui, bon. Et puis, il y avait cette tradition dans le livre, effectivement. Il y avait aussi, à l'époque, encore une caisse de grève. Et puis, bon, ce qui était, à mon avis, aussi très important, puisque mai 68 n'est pas venu comme ça, d'une manière comme dans un ciel d'orage, c'est qu'il y a eu des grands mouvements, notamment l'année d'avant, en 67, où dans le livre, on avait aussi une grève importante, et puis il y a eu aussi des mouvements par rapport à, sur Mulhouse, par rapport à la crise du textile, où il y avait des rassemblements importants. Est-ce qu'il y avait des liens entre vous, entre les ouvriers du livre, les mineurs des mines de potasse, les ouvriers du textile, vous fréquentiez ou c'était assez corporatiste? Enfin, le livre à l'époque, donc, pour ce que j'ai connu, il y avait 3 syndicats professionnels dans le livre même. Donc il y avait les Tipolito qui étaient, c'était dans ce syndicat puisque j'étais retoucheur à l'époque, ce qu'on fait aujourd'hui avec Photoshop. Et puis, donc il y avait ce syndicat des Tipolito, qui c'était plutôt les professionnels. Il y avait le syndicat des relieurs, mais avec la brochure, c'est un syndicat qui était voué à disparaître. Et puis les auxiliaires marcheurs, qui étaient le syndicat des ouvriers, des aides aux machines et tout ça, puisque les imprimeurs, ce qu'on appelait vraiment l'imprimeur, étaient aussi, bien sûr, dans le syndicat des Tipolito. Et c'est qu'en 1974 qu'on a réuni ces trois syndicats. Je parle là de Mulhouse, sur le syndicat du livre de Mulhouse, donc ce qui s'est fait difficilement, puisqu'il y avait des patrons qui avaient mis les bâtons dans les roues. Et puis donc, en 1975, j'étais élu le premier secrétaire général donc, du syndicat du livre de Mulhouse, CGT, puisque avant, les syndicats professionnels, on cotisait à la fédération française des travailleurs du livre, qui était CGT bien sûr, mais on n'avait jamais cotisé ou pratiquement pas de contact avec les instances CGT départementales, etc. Vous avez dit tout à l'heure, nous on avait dans l'idée que De Gaulle s'en aille. Est-ce qu'il y avait quelque chose d'une idée de révolution vraiment pour vous à cette époque-là? Mais 68, oui, c'est l'occasion d'une révolution. Bon, d'ailleurs, il y a eu cette interview dernièrement sur FR3, et puis il y a le camarade de la SACM qui le disait très bien. La question politique n'était, sur l'ensemble des salariés, la question politique n'était absolument pas posée. C'était l'histoire du gagne-pain. C'était ça qui primait. Bon, parmi les jeunes, on était certainement quelques-uns plus ou moins politisés, oui. Et je crois aussi que ça jouait beaucoup sur le mouvement, bien sûr chez les étudiants, mais aussi sur les jeunes travailleurs, en fait, qui étaient souvent les premiers dans le mouvement, puisque c'était des gars qui avaient la trentaine et qui avaient notamment connu, qui se sont opposés au putsch d'Alger. Il y avait ça, et il y avait tout ce mouvement aussi par rapport à la paix au Vietnam.
Donc il y avait quelque chose de ça, quoi, en tout cas chez vous, personnellement. Jean-Claude Richez, vous avez vécu mai 68 dans le mouvement étudiant à Strasbourg. Après, vous l'avez analysé, vous avez travaillé dessus, mais peut-être d'abord juste un témoignage sur cette époque-là. Est-ce que pour vous, ça représentait quelque chose de massif, quelque chose d'important, quelque chose dont on allait parler 50 ans plus tard, ou est-ce que c'était beaucoup plus sporadique, voilà, on se réunit, on discute? Enfin, pour moi, c'était pas du tout sporadique, ça entrait. J'étais déjà militant d'extrême gauche, donc on était sur une réflexion sur la société dans laquelle on vivait et qu'on voulait transformer profondément. D'ailleurs, ça figure dans l'exposition, il y a un numéro du journal que l'on publiait, la DAI, que l'on faisait à la Rodéo, et qui posait la question en avril, donc à peine un mois avant mai 68, une révolution est-elle possible en France? Donc pour nous, effectivement, on était dans une perspective révolutionnaire. Et ce qui était pour nous important, je pense qu'on n'a jamais pensé, aucun d'entre nous, que c'était la révolution, pour que ce soit extrêmement clair. C'est-à-dire aucun de militants engagés dans le mouvement, en tous les cas de l'organisation à laquelle j'appartenais, mais je pense aussi pour la grande masse de ceux qui participaient, c'était plutôt un mouvement de révolte qu'un mouvement, comment dire, une révolution. Avec juste, pour nous, ce qui était extrêmement, en tous les cas pour moi, hein, je ne sais pas si c'est vrai pour mes camarades, c'est ce que j'explique dans un petit texte que j'ai fait sur je me souviens de mai 68, pour nous c'est une sorte d'épiphanie, c'est-à-dire c'est la vérification ou la réalisation de quelque chose, la confirmation de quelque chose que l'on pensait. C'est-à-dire qu'il y avait encore, dans un pays comme la France, un potentiel révolutionnaire. Mais jamais aucune idée. Alors là, je viens d'assister à une projection d'un film sur mai 68 qui a été fait à l'occasion des 40 ans, où on trouve une situation absolument ridicule, où il y a deux témoins, que je peux citer, c'est Robert Grossman et Roland Ries, qui tous les deux parlent de révolution. Donc Grossman dit oui, mais la vraie révolution c'était nous, l'UJP, et Ries qui dit oui, j'ai participé, j'ai vécu un moment révolutionnaire. C'est absolument... bon, et d'ailleurs de façon tout à fait... d'un côté, Grossman ne participe pas du tout au mouvement, il y est opposé et il est très loin, il s'occupe des affaires de l'UJP, en particulier au niveau national. À ma connaissance, il n'est pas là lorsqu'il y a la grande manifestation gaulliste de Strasbourg, parce qu'il est occupé par d'autres affaires au niveau national. Et Roland Ries, bon, certes, a vécu à cette époque, mais c'est parce qu'on a vécu à cette époque qu'on est qu'on est un acteur. Donc par rapport à la mémoire, ça modifie énormément de choses. Lui, il fait partie de cette grande masse d'étudiants qui, effectivement, ont un intérêt pour la question, mais il prépare surtout l'agrégation de lettres. Et il est donc dans une... Bon, pour lui, c'est bien, ça permet de préparer le concours, avec certainement l'inquiétude, qui était l'inquiétude de la grande masse des étudiants, qui était de dire, mais qu'est-ce qu'on va faire des examens? Et disons que jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire jusqu'au 17 mai, le mouvement a été entièrement, quelque part pourri, par cette masse d'étudiants qui ne participaient pas au mouvement, qui rentraient chez eux souvent à la campagne, et puis qui revenaient de temps en temps quand... et les examens, comment on va passer nos examens? Alors, le 17 mai 68, on a eu des résultats un peu supérieurs au vote qui a été réalisé cette année dans le cadre des blocages, puisque là, nous on a fait 65% contre. Le récent sondage par électronique, là, nous on avait des bureaux de vote, des urnes et tout, c'était vachement organisé, avec un taux de participation relativement important, mais bon, 65% qui étaient contre. Mais après on n'a plus vu, c'est-à-dire que chacun était content, c'était réglé, ils allaient passer d'une façon ou d'une autre leurs examens, et si on regarde, comment dire, le déroulement du mois, alors là je ne parle pas en tant que témoin, mais plutôt en tant qu'historien, on voit que c'est le moment, à partir du 16-17, où se mettent en place des conseils par faculté. C'est l'organisation du conseil avec des commissions spécialisées,
dont une commission qui nous intéresse beaucoup, c'est le comité de liaison étudiants-travailleurs, où on est d'ailleurs très investi, puisque nous, ça nous intéresse, effectivement. Il y a un réveil de la classe ouvrière, ça confirme nos hypothèses, et ça recoupe exactement l'analyse d'Engasser, c'est-à-dire que ça a bougé déjà avant 68. Il y avait notamment à Mulhouse, avec cette fameuse manifestation du 26 octobre, qui termine avec un affrontement avec les CRS devant la sous-préfecture de Mulhouse. D'ailleurs, on avait titré dans notre journal national Avant-Garde Jeunesse, Mulhouse et Le Mans montrent la voie, c'est-à-dire une voie, disons, d'action et de confrontation avec la bourgeoisie, avec le capital. Donc, comité de liaison, mais il y avait aussi comité de liaison avec les étudiants du tiers-monde. J'ai même vu qu'il y avait une commission, bon maintenant je m'intéresse beaucoup à l'éducation populaire, une commission éducation populaire, il y avait une commission culture, et puis un travail considérable qui n'a jamais fait l'objet d'aucun travail de recherche historique, de réflexion autour de quel type d'enseignement, quelle modalité de transmission du savoir, si je suis médecin, qu'est-ce que ça veut dire être médecin, qu'est-ce que ça veut dire être historien, et avec souvent des productions relativement intéressantes. J'ai par exemple récemment eu l'occasion de relire, donc là c'est pas encore le travail fait par les étudiants de théologie catholique, mais c'est un texte. C'est une espèce de livre blanc, ça débouche sur un livre blanc qui est absolument extraordinaire, puisqu'avec une remise en cause de l'Église, de la théologie telle qu'elle était enseignée, transmise, avec des interrogations tout à fait intéressantes. Mais il y avait ce type d'interrogation, pratiquement, et avec un énorme travail qui a été fait. Bon, je ne sais pas, c'était plusieurs centaines d'étudiants qui étaient investis dans cette réflexion, avec certains dans une perspective, comment dire, radicale, de critique radicale de la société, de l'enseignement, de l'université, et d'autres plutôt dans une logique d'aménagement. Et ça a été extrêmement fort, disons, du 16, donc le 16 c'est, oui, ça doit être un vendredi ou quelque chose comme ça, jusqu'à la fin de l'année, et donc, enfin du mois, ce qui, bon, avec un, oui, bon, et de ça pour nous, enfin pour moi, en tant que militant révolutionnaire, ça ne s'intéressait pas trop. En tous les cas, pendant cette période, on était intéressé par le travail de critique de la société. D'ailleurs, ensuite, on va être très engagé, en tous les cas moi-même, dans ce qu'on a appelé l'université critique et Institut universitaire critique et révolutionnaire, le nom officiel, qui apparaît des fois dans les documents comme université critique ou université populaire, ou sous d'autres appellations, où on va poursuivre ce travail. D'ailleurs, il y a un document dont j'avais totalement oublié, qui figure dans l'exposition, qui est le bilan de l'université critique, qui fonctionne en gros, mais c'était vrai, parce que je vois carrière en chimie ou partout en médecine. J'ai rencontré tout à l'heure à Molsheim un étudiant qui était étudiant en médecine à l'époque, qui dit, mais aussi en médecine, on a eu une réflexion extrêmement importante. Donc, les images qu'on a de cette époque montrent toujours la foule, par exemple celle qu'on a ici sur l'affiche, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. En réalité, vous en parliez tout à l'heure, 65% de gens qui votent pour l'arrêt de la grève par les étudiants contre le boycott. Contre le boycott.